tous. Merci d'être venus à cette conférence. Je vais vous présenter très rapidement ce qui va se passer pendant 1h30, les personnes qui sont à côté de moi, qui a organisé la conférence. Et après, je vous laisserai la parole parce qu'on a voulu qu'elle soit surtout sur de l'échange entre les personnes séparées de vous par cette table, mais qui vont répondre à toutes vos questions. Presque toutes. Si on reste dans le thème, normalement, ça devrait le faire. Donc la conférence ou ce débat est partagé en deux parties. Le thème général, c'est la création des jeux de société jusqu'à leur commercialisation et même leur utilisation après dans des lieux divers. Cette première partie commence à la création et s'arrêtera au moment de la commercialisation. La deuxième partie sera ce soir, en fin d'après-midi, à 17h, où on parlera de leur achat et leur utilisation en ludothèque. On parlera aussi des autres lieux où ils sont utilisés, mais le zoom sera quand même fait sur les ludothèques. Pourquoi ? Parce que cette conférence est organisée par l'ALF, Association des ludothèques françaises. On ne va pas faire un long discours sur cet asso, elle existe depuis 1979. Alors tout de suite je parle sous le contrôle de la présidente nationale qui s'est installée au premier rang. Si je dis des bêtises, elle me le rappellera. Donc très rapidement, l'ALF, une asso nationale qui regroupe les ludothèques françaises qui veulent bien y adhérer. Et après, elle est déclinée en plusieurs associations régionales, 17 je crois, trucs comme ça en France. Donc ici, c'est l'association Midi-Pyrénées qui regroupe une trentaine de ludothèques adhérentes sur les à peu près 70 qui existent en Midi-Pyrénées. Donc dans tous ces lieux, le jeu de société est très présent. Il y a d'autres choses dans les ludothèques, mais aujourd'hui, on s'arrête aux jeux de société. Sur l'ALF, j'ai envie de dire, on ne va pas s'étendre davantage, à part que ses objectifs, le principal est de créer un peu un réseau professionnel pour être un peu ressources, créer des échanges entre des personnes qui travaillent et éloignées souvent géographiquement. Pour continuer d'utiliser le jeu comme un outil social, culturel, voire éducatif. Aujourd'hui, on va parler donc des jeux de société et de leur création avec 4 personnes. Au départ, il y en avait 5 de prévues. Une a raté l'avion, donc ne sera pas à la conférence. C'est Nicolas Benoît qui aurait représenté ici, mais il représente toujours la société Asmodée, éditeur français, voire européen maintenant. Et après, il y a, je vais commencer par, je fais cette précision parce que sur les flyers, il y avait les noms des personnes. Je vais présenter en premier Christophe Bollinger qui remplace Thomas Warchek, qui doit être dans l'Assemblée, mais qui a préféré laisser sa place à Christophe Bollinger, auteur et éditeur. Je te défends. Je représente les couleurs de Tom. C'est déjà toi maintenant, oui. Faudrait qu'il me redise ce que je laisserai chacun se présenter après. Mais Christophe est auteur et éditeur de jeux. Ensuite, nous avons Cédric Lefebvre. Cédric qui est aussi auteur et éditeur. Il se présentera mieux que je le ferai. Après, en orange et blanc, nous avons Loïc Lamy qui est auteur de jeux. Et à côté de lui, Laurent Escoffier qui est aussi auteur de jeux. Voilà, on va commencer. Alors je vais essayer de distribuer la parole et de gérer un peu le temps de parole puisqu'on a 1h30 pour parler d'un sujet qui pourrait durer des heures et des heures. Donc la première étape, chacun va se présenter. Je vous laisse choisir qui commence. En quelques minutes, qui vous êtes, ce que vous faites dans le milieu professionnel. Donc ce que je suis, c'est ce que j'ai été d'abord, c'est un gros joueur de jeux, un bébé d'abord. Après, j'ai grandi tout ça. Je me suis mis à créer des jeux.
Et puis très vite, donc avec mon épouse, on a monté une boîte d'édition de jeux de société qui s'appelle Ludonaut. Donc nos 3 premiers jeux ont été des jeux de moi que j'avais dans mes cartons. Donc c'était, on va dire, de l'auto-édition. Et c'est quelque chose. Alors sur le début, on a fait ça. En tout cas sur le premier jeu, on s'est lancé dans l'édition pour se faire plaisir. On avait tous les deux un vrai métier à côté et on s'est dit on va faire quelque chose pour se faire plaisir. C'est pas grave si on gagne pas beaucoup d'argent. On va essayer juste de pas en perdre. Et puis on s'est tellement fait plaisir qu'on a dit mais en fait c'est ça qu'on veut faire. Donc on a laissé mon épouse complètement et moi partiellement tomber notre vrai métier qui nous rapportait vraiment de l'argent et avec de sécurité pour faire quelque chose qui nous en rapporte moins, avec moins de sécurité, mais qui nous fait faire beaucoup, sur lequel on prend beaucoup plus de plaisir. Et du coup, donc maintenant on a plus pris, moi aussi j'ai plus pris la casquette d'éditeur que d'auteur, au sens où je travaille beaucoup plus au développement des jeux, on travaille sur l'ergonomie, sur le design des jeux, qui sont plus les miens, qui sont d'autres auteurs qu'on a rencontrés au détour des différents salons. Et donc voilà, donc maintenant on se consacre vraiment à l'édition à plein temps et là c'est notre 6e jeu qui est le Petit Prince qu'on a sorti il n'y a pas très très longtemps. Et puis voilà, donc je vais passer la parole à Chris, parce que c'est moi qui parle trop. Non, mais on parlera de tout ça juste après, là, donc garde un peu de trucs à dire. Merci monsieur. Donc je me présente, j'ai créé un jeu où il y a un totem dedans et on doit l'attraper rapidos et je vis quelque part en me plaçant des Cévennes et je me pique aussi cette veine et voilà. Je passe la parole, non? Alors je remplace celui qui a fait le totem qu'on attrape. Donc je ne suis pas celui qui a fait le totem qu'on attrape. J'ai effectivement, voilà. Il est au dernier rang pour ceux qui n'avaient pas vu encore. Ah oui, il est tout au dernier là. Il se cache. Bon bref, alors on va arrêter de déconner là-dessus. Donc je m'appelle Christophe Bollinger. J'ai commencé à créer des jeux tout petits à l'âge de 8-9 ans. J'ai été brevet à coups de jeux de rôle, jeux et stratégie, jeux de plateau, diplomatie, des jeux abstraits. J'ai touché à quasiment tout, sauf les jeux de cartes, valet, as, roi, dame. Je sais même pas jouer à la belote ni au tarot, ne me demandez pas. Et ça m'intéresse pas parce que c'est abstrait, c'est les mêmes têtes qu'on voit de Louis XIV et ça me branche pas. Même le poker hein. Poker, j'ai joué étant tout petit. Poker, j'ai pas trop de chance. Je sais qu'il y a du bluff. Vous allez me dire, avec 100 chances, on peut gagner, mais si on a vraiment 0 chance, je vois pas comment on peut faire. Il y en a qu'une version du poker pour laquelle, avec moi, on gagne tout le temps, c'est le strip poker, parce que vous ayez perdu ou gagné, vous y gagnez de toute façon, parce qu'à la fin, il se passe normalement quelque chose si la personne elle a voulu jouer au départ. Donc c'est le seul poker que j'ai un peu joué, on va dire dans l'âge un peu foufou. Voilà. Donc les cartes avec valet, as, roi, dame, ouais, que pour ça. Et donc j'étais informaticien pendant longtemps, j'ai été un peu prof. Dans plusieurs matières, j'ai fait pas mal de choses et j'ai toujours créé à côté, ne pensant jamais que ça deviendrait un jour mon métier. Et puis un beau jour, j'ai fait le concours des créateurs de Boulogne-Billancourt, j'ai failli gagner, l'année d'après j'ai gagné, l'année d'après une nouvelle fois, après j'ai rencontré des éditeurs, après ça a fait boule de neige, comme lui j'en avais des kilotonnes dans les placards. Et voilà, et du coup pareil, moi mon boulot d'informaticien, ça me portait un peu sur le ciboulot, donc j'ai laissé tomber et je suis devenu auteur indépendant pendant pas mal de temps. Et après, il y a quelques années, en 2009, avec un partenaire, Jean-Charles Mouret, mon associé, on a monté une boîte d'édition aussi, donc un peu comme Cédric, qui s'appelle Ludicali, et on édite mes jeux, mais j'ai toujours aussi une casquette un peu auteur indépendant où j'en signe encore à droite à gauche, quoi. Donc j'ai un peu la double casquette. Voilà. C'est ton plein temps maintenant, tu fais que ça. Oui. Enfin, je fais du sport ou d'autres choses à côté, oui, mais professionnellement, voilà, ouais, c'est édition et création. Plus grosse partie création, mais je suis dans l'édition, je suis pas seul. Comme Cédric, il a sa femme, moi j'ai un associé. C'est pas de la pure auto-édition. On a fait une SARL quand même. Voilà, je passe à Loïc Lamy, c'est cela? Mon ami Lamy. Elle est originale celle-là. Ouais, on me l'a jamais faite. Ouais, c'est un peu plus subtil quand même. Donc Loïc Lamy, donc moi je suis pas du tout éditeur, juste auteur. Et depuis moins longtemps que ces messieurs. Plus fort? Bah c'est mieux. Voilà. Ou plus près de la bouche. Plus près en fait. Donc j'ai commencé à créer des jeux assez récemment. Mes premières créations c'était en 2007. Donc ça fait 6 ans que je commence à créer des jeux. Et 2-3 ans je commence à avoir quelques jeux édités. J'en suis à 3 jeux édités pour l'instant. Donc je suis plutôt un jeune qui débute, qui essaye de monter. Donc pour moi c'est une activité complémentaire. Je continue à garder mon travail d'enseignant que les autres ont lâchement abandonné.
Voilà. Voilà. Donc 3 jeux édités pour l'instant et puis des kilos de jeux en stock dans mes cartons, mais j'en suis pas encore à l'étape où ils sont tous sortis. Ça va peut-être venir. Voilà. Bonjour, moi je suis donc Laurent Escoffier, un peu comme Loïc, c'est-à-dire je suis auteur, juste auteur. Moi ça fait un peu plus longtemps que j'en fais, mais j'ai un rythme assez lent, c'est-à-dire j'ai un rythme à peu près à 1 jeu par an et pas tous les ans. Et j'ai commencé mon premier jeu, je l'ai envoyé au concours de Boulogne et comme j'ai gagné, j'ai trouvé ça sympa et j'ai recommencé. Puis c'est devenu une sorte de rendez-vous annuel. C'était pas la même année que Christophe? J'ai commencé 92, je crois, ou 11. À Boulogne, ouais. À Boulogne, oui. On a dû se croiser. Et du coup, c'est devenu une sorte de rendez-vous. Ça permettait d'avoir une date un peu limite, sans date, sans deadline. J'ai un peu du mal à produire en général. Donc ça s'est installé une sorte de rythme. Et bien sûr, je suis toujours, j'ai toujours mon activité à côté. Je suis graphiste, en gros. Je travaille soit pour des agences, soit pour. Enfin, là, je suis indépendant depuis à peu près 7 ans. Et j'ai une activité aussi dans le scénario de BD ou scénario de fiction, voilà. Et le jeu, donc là j'en suis à 7 à peu près, je crois, c'est le 7e jeu qui est sorti en octobre. Mais c'est vraiment dilettante, c'est-à-dire c'est lorsque j'ai le temps. Voilà. Bon. On va attaquer dans le vif du sujet et on va faire ça un peu chronologiquement puisqu'on a envie un peu de savoir comment naît un jeu de société. Et pour nous, vous allez dire si c'est une erreur, il doit y avoir une idée au départ, non? Et ça serait pas mal de savoir comment vient cette idée. Donc je vous donne, je le mets ici là pour vous donner un support, mais maintenant c'est à vous aussi de poser vos questions par rapport à ça, à ces messieurs ici. Moi, j'aurai une question, on la posera plus tard. C'est on n'a pas la parité là. C'est très masculin et c'était pas un choix. Il y a moins de créatrices de jeux, non, que de créateurs. On sait pas. Il y en a qui veut dire un truc là-dessus avant qu'on parle de l'idée, comment l'idée vient en tombant. Je sais pas moi, pourquoi il y a moins de filles à la création de jeux. Est-ce que c'est le cas déjà? Est-ce que c'est le cas? Vous qui en côtoyez beaucoup. Ah oui, voilà, faut. Ouais, mais ça commence à s'équilibrer quand même. Je pense, au vu juste de mon expérience personnelle et ce que je vois quand je regarde autour de moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de joueurs que de joueuses, peut-être un petit peu plus, mais il n'y a pas autant de déséquilibre qu'entre créateurs et créatrices. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai en regardant autour de moi, basé sur absolument rien, si ce n'est un sentiment purement personnel. Mais c'est vrai que là, quand on regarde l'espace jeu de demain, je sais pas s'il y en a une. Il y en a deux, 3, je dirais. 2 sûrs. Bon, mais ça sera un sujet à débattre une prochaine fois. Alors, qui veut... Quelque chose lié à l'ego aussi, je sais pas. À l'ego, le fait d'avoir envie de se dire je fais quelque chose, je me mets en avant, quelque chose qui est peut-être plus masculin que féminin, enfin je sais pas. Qui a envie de... Alors, est-ce que quelqu'un a une question précise à poser? Très bien. Merci. Oui, bonjour. Donc je me demandais, parce que j'ai appris qu'en 2012, il y avait près de 1000 jeux qui étaient sortis. Comment on arrive à pas faire du plagiat, à se démarquer du lot? Comment on a une idée novatrice? Comment ça se met en place? Et est-ce que du coup vous jouez à tous les jeux et vous avez une idée à part ou vous vous inspirez de chaque jeu? Que son idée est toujours l'idée du siècle. Déjà de nos jours, ça devient impossible de savoir si on fait un plagiat involontaire ou pas.
du fait du nombre que tu viens d'annoncer. Si on voulait tester tout ce qui se faisait, c'est même pas impossible, c'est même pas possible, même si on en faisait 3 parties par jour de 3 jeux différents, dont certains jeux, il faut se taper, à mon avis, pas loin de 10 heures de lecture de règles, il faut arriver à réunir les gens et tout. Donc ça devient physiquement impossible de suivre ce qui sort. De plus, tout le temps qu'on passerait à tester tout ça, c'est un temps qu'on bouffe sur la créativité pour sortir d'autres jeux. Donc moi, ça, je me le suis quasiment presque interdit, ça commence à faire bien longtemps. J'achète tous ces jeux, j'ai une collection énorme. C'est juste pour voir le look, c'est parce que je suis un gros stupide de gros collectionneur à la con, qui a envie d'en avoir plein, et qui aime voir ce qui est beau et voir le matos et tout. Mais je prends même pas le temps de lire les règles, à peine je les parcours, mais en diagonale, mais genre 10 secondes par diagonale de page, juste pour voir si elles sont bien faites. Voilà où j'en suis rendu. Sur l'année, j'ai fait des comptes un peu parce que je vais à Valmenier, un truc où on est 200 joueurs dans des appartes. Je me rends compte que rien quand je suis à Valmenier, comme j'emmène tous mes protos et que c'est là-bas que je bosse le plus, à Valmenier, alors qu'on est pendant 15 jours, qu'avec des joueurs, 200, ça skie dans la journée, mais cette année, il a fait presque que mauvais tout le temps. J'ai dû tester 5-6 jeux. Et si je fais le quota sur l'année, si je dépasse les 12 jeux, même pas un par mois, c'est beau. Donc moi maintenant, ce qui se fait, j'en vois pas du tout. Par contre, on lit un peu des articles sur Trick Track, sur ci, sur là, on voit ce qui se fait de novateur vraiment. S'il y a un truc qui est vraiment novateur, qui perce, qui a une nouvelle mécanisme, un truc qui est du jamais vu, ou utilisant la matière ou quelque chose d'une manière jamais vue, ça c'est vrai que quand même si je percute un peu là-dessus, maintenant tous ces what milliards de jeux à l'allemande avec un thème plaqué ou quoi, où il y a, ça c'en est un parmi tant d'autres, voilà, je vais l'acheter peut-être, il sera dans la collection et je vais pas le regarder de près. Donc savoir si on les copie involontairement, c'est impossible de nos jours, je pense. Par contre, après, savoir si on s'en inspire pour faire d'autres choses, ou on prend un bout ici ou là, moi, personnellement, ça m'arrive pas. Par contre, ce qui m'arrive, c'est que je vais jouer à un jeu, je sais pas, moi, comme Power Grid, ou un truc de gestion de fric, de centrale nucléaire, et l'air de rien, un jeu dans cette gamme, on va dire, dans cet esprit de gestion de trucs, tiens, j'ai envie d'en faire un, j'en ai jamais fait, j'ai envie d'en faire un. Mais je vais juste dire, tiens, je pars sur un jeu, allez, à l'allemande, avec de la gestion et tout, mais après, je vais tellement vouloir foutre de l'originalité dedans, que je vais faire des inputs ici ou là pour simuler, tiens, j'ai envie de simuler ça maintenant, ou j'ai envie de simuler ça, et je veux le faire d'une manière que ça n'a jamais été fait, et j'ai l'idée qui déchire, qui a la bonne mécanique, qui va pouvoir simuler ça dans mon jeu. Voilà. Mais voilà, dans le sens où à la limite jouer d'autres jeux, ça, moi personnellement, ça m'influence, parce que je vais jouer un truc de roleplay avec plein de figurines et tout, je trouve que c'est beau et tout ça, puis la mécanique, c'est que jeter des dés, ça va me saouler, je vais me dire putain, j'aimerais bien le même matos, mais bon Dieu, avec du contrôle, avec ça, avec pouvoir déloquer les portes, avec des mini-jeux dedans, et là je vais me faire mon vrai dungeon crawler tel que je le veux, quoi. Voilà, le trigger il est là. J'ai répondu à peu près. Merci, ouais. Une autre question ? Sinon, est-ce que l'idée peut être, excusez-moi, mais tomber comme ça, un matin vous vous levez et bim, j'ai l'idée. Parce que j'ai l'impression que toi, Christophe, tu construis un peu... c'est un peu votre boulot, hein, je comprends, mais c'est... bon, ce matin, voilà, il faut qu'il y ait une idée qui vienne, non ? Moi, l'ordinateur, il est allumé en permanence et je peux pas l'éteindre. D'accord. Il tourne en permanence. La preuve, les jeux de mots, il m'a dit, mon jeu de mots à la con. Dans jeu de mots, il y a quoi ? Il y a jeu. Mots, malheureusement, vers le même âge, à 8 ans, je commençais à écrire des poèmes en même temps que je commençais à écrire des jeux. Donc je faisais que jongler avec des mots. Il m'est impossible de ne pas faire un jeu de mots. Même dans ma tête, je le retiens pour pas passer pour un couillon. D'accord. Il est impossible de pas faire un jeu de mots quand quelqu'un balance n'importe quoi. Je déforme tous les mots en permanence, je les divise, je les décompose, je fais des rébus avec. Bon, je peux pas m'en empêcher. Là, je l'ai fait, j'aurais pas dû, ça passe con. J'ai pas eu le temps de le retenir, c'est dommage. Pour le reste... N'importe quelle chose de la vie, il faut juste que le cerveau il déclenche, il trigger là-dessus. Je pourrais faire un jeu sur une conférence avec des questions-réponses, j'en sais rien, parce que ça me viendrait maintenant et parce que le cerveau il bloque là-dessus. Donc il y a pas, ça m'arrive rarement le matin, je me lève, tiens, il y a la bonne idée ou quoi. C'est plus, tiens, je vais regarder des nuages avancés, des arbres, des oiseaux qui passent, qui vont d'un arbre à l'autre. Tiens, je vais faire un jeu où ils vont essayer de se faire leur plus beau nid dans le plus grand arbre ou quoi. Et Loïc, c'est pareil pour toi ? Ça tourne tout le temps, là, la machine ? Alors oui, ça tourne tout le temps, mais après... Moi j'ai constaté que souvent ce qui marchait c'était de prendre ce qui est pas dur, avoir une idée c'est pas difficile, c'est avoir des idées qui vont bien ensemble. Pour faire un bon jeu en général je me suis rendu compte que c'était plusieurs idées qui s'assemblaient, qui se rencontrent au bon moment. Donc c'est vraiment faire le bon assemblage. Donc les idées effectivement j'en ai tout le temps. Alors il y en a que j'élimine parce que c'est des trucs que je sais pas faire. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je savais pas faire, donc ces idées-là, je les mets à la poubelle. Et après, les idées qui me paraissent intéressantes, elles sont causées, elles sont en stock là-dedans, et puis c'est assembler ensemble les bonnes idées. C'est ça qui me paraît plus difficile, plus délicat.
Je dis 2 mots là-dessus. En ce qui me concerne, des petites idées, des petites mécas, de petites choses comme ça, j'en ai aussi plein qui viennent sans arrêt. Tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Qui bullent un peu comme ça, on va dire. Et moi, ce que j'ai besoin réellement pour transformer ces idées en un vrai début de commencement de jeu, en fait, c'est vraiment une histoire, un thème, un truc, quelque chose qui va raconter quelque chose. Par exemple, un jeu abstrait, je pense être totalement incapable de faire un jeu abstrait. C'est un truc que je sais pas faire. Moi, il faut que faut que j'ai quelque chose qui me supporte, qui me permette de me raconter une histoire et justement ces petites idées ce qui va faire que elles vont se matcher ensemble pour faire quelque chose un jeu qui soit bien. Ça va être ce que ça va raconter comme histoire, comme thématique là-dessus. J'ai une question là qui m'a été posée. Peut-être Laurent, tu veux attends la question. Est-ce que ça marche pareil pour toi déjà et pour la co-création? Ça vous arrive à tous? Bon, je sais que toi, tu as déjà créé des jeux à plusieurs. Le travail à deux, je suis à fond. J'essaye le plus possible de travailler à deux, de par mon métier de base, donc qui est graphiste. Mais en fait, je suis concepteur publicitaire. C'est un métier où on est en binôme, on est embauché à deux, viré à deux. Et donc j'ai un binôme dans ce milieu-là. Mais j'en reforme assez régulièrement dans le jeu parce que on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Que seul. Enfin, ça c'est un truc c'est une évidence dans le scénario également. C'est aussi des binômes et c'est pas un hasard. Dès qu'on veut vraiment, je crois, aller vite et être plus efficace, on a un cerveau. C'est dur de trouver l'âme sœur, on va dire. Il faut avoir un cerveau en qui on peut jouer au ping-pong et en qui on a totalement confiance. C'est-à-dire il faut accepter, l'autre a forcément le recul immédiat, parce que pour se faire son propre recul, il faut laisser passer du temps, et même en laissant passer quelques mois, souvent c'est dur, parce qu'en reprenant le dossier, on retombe dans des... Je sais pas comment tu fais, toi tu bosses un peu... Est-ce que ça bouscule un peu son... Comment, pardon non, est-ce que ça bouscule un peu son ego aussi parfois quand on est à deux? Le fait de devoir partager le... Oui. Ou si on doit faire des compromis, là, je parle moi, je veux dire, ça vaut vraiment le coup. Pour moi, en tout cas, tout ce que j'ai fait seul, c'était presque des accidents, en fait. C'est-à-dire, c'était plutôt des idées qui sont très vite, qui ont eu le bol de marcher tout de suite, mais généralement c'est vraiment du boulot et j'ai quand même l'impression, il y a des exceptions, mais les premières idées il me semble rarement les plus intéressantes. Et pour arriver à quelque chose d'un peu fort et de simple, tout en restant simple, c'est beaucoup de boulot. Que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu aussi, c'est vraiment long. Et des choses qui arrivent semblent toutes simples. Parfois, on a mis 3 ans à les mûrir. Alors, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui... Je suis pas à plein temps dessus. Hein, donc, il y a quand même si on bosse à deux, il y a quand même des longs moments où on touche pas, où on n'en parle pas. Mais bon, voilà. Est-ce que ça vous fait venir des questions, Nicolas? Donc c'est peut-être un peu... J'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis qui étaient portés aux personnes avec des problèmes de handicap notamment. Est-ce que ça part de l'idée éventuellement? Est-ce que c'est un sujet qui vous touche? Ou est-ce que ça vient par la suite sur une adaptation du jeu que vous avez créé pour l'adapter à des gens par exemple qui vont avoir des problèmes de vision ou ce genre de choses? Arrivé une fois de partir de ça. J'étais dans une association toulousaine, Joker, qui accueillait beaucoup de personnes sourdes. Et donc je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo de faire un jeu pour eux. Mais ça a un peu dérapé en route parce qu'en fait, au final, j'ai eu un jeu qui était uniquement basé sur le bruit. Donc en fait, voilà, j'ai eu une idée de départ et je sais toujours pas comment je me suis débrouillé, mais ça
fait, voilà, je m'étais posé ça comme idée, ça m'avait donné des pistes, et de fil en aiguille, je suis parti totalement à l'opposé de ce que je cherchais, effectivement. Mais c'est pas évident de... En fait, de toute façon, quand on crée un jeu, à un moment ou à un autre, on se pose des contraintes. Donc effectivement, la contrainte du public peut en être une, mais en général, voilà, quand on crée un jeu, on va pas se dire, si je fais un jeu pour enfants, je vais pas commencer à mettre des trucs sanglants dans tous les sens. Si je veux faire un jeu de 2 heures, ça va pas être pour enfants, etc. Donc on se fixe des contraintes. Mais après, en cours de création, moi, je me suis souvent rendu compte qu'on dérape. Des fois, il faut un réajustement, on change la contrainte en cours de route. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Mais... C'est aussi qu'on n'a pas des... Enfin, on fonctionne, nous, plus à l'envie, on n'a pas de commande. C'est-à-dire si une organisation de personnes de déficience visuelle, etc., venait nous voir et nous disait, voilà, on aimerait un jeu, à ce moment-là, on se mettrait au boulot et je pense que ça serait complètement différent. Là, on déraperait moins. Ouais. Celle-là, c'est plus à l'envie et donc on a une idée, on part d'une idée qui nous paraît originale. Souvent, on suit, on tire le fil, puis on voit où ça nous mène. Et c'est très souvent qu'une idée de départ disparaît complètement au profit d'une autre qui a surgi en cours de chemin. Donc c'est ça aussi, c'est rarement, très rarement des boulots de commande. Donc du coup, on n'a pas la contrainte absolue d'arriver à ça. Et on a une idée qui nous semble meilleure, donc on va vers elle. Et voilà. Oui, j'ai une question. Je peux donner votre nom, monsieur? Bonjour, alors déjà c'est le tréfonds de leur âme obscur et immonde. Hervé en a reconnu ta voix. D'accord. Et en fait c'est pas une question, je voudrais juste dire quelque chose aux gens qui organisent des débats, parce qu'en fait, vous êtes tous au courant, hein, ça c'est le truc qui est systématique, comment arrive l'idée, hein, comme question. Alors au début on répond sérieusement, puis au bout d'un moment tu dis du style, moi c'est plutôt le mardi entre 9h et 9h30, elle sonne à la porte et puis voilà quoi. Mais et enfin ceci dit, j'ai quand même réfléchi. Savoir est-ce que c'est possible d'avoir une réponse, je parle pour moi là, hein, intelligente à ce genre de questions. Et je crois que c'est pas une bonne question en fait. Et permets-moi de te présenter, Hervé Marly, auteur de jeu. Ouais. Et oui, parce que Philippe Despalières n'a pas pu venir, donc je suis venu à sa place. En fait, je pense que un auteur n'a pas une idée de jeu. Enfin bon, je n'ai pas une idée de jeu. J'ai une envie de jeu et j'ai un point de vue. Une vision, mais pas une vision du style j'ai mangé des champignons hallucinogènes. Toi, le jeu, en fait, il existe déjà globalement, en fait. Pour moi, une idée, c'est comme si tu disais, voilà, j'ai une étagère à monter, j'ai un tournevis et une cheville, mais j'ai pas de vis. Comment je vais faire? Ah, j'ai une idée. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre un clou, je vais le mordre avec les dents. J'ai les dents très fortes, hein, je peux... Voilà, donc je pense qu'en fait, c'est pas un problème d'idées. Hein, et comme disait Loïc, de toute façon, des idées, on en a 12 000 minimum. C'est vraiment un problème de préexistence de quelque chose. C'est un petit peu comme la petite fille qui disait à Rodin, mais comment tu savais qu'il y avait une dame cachée dans la pierre quand il présentait des sculptures? Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt vraiment une vision de quelque chose qui va venir, une envie. Alors parce que pareil, les idées, c'est moi personnellement j'ai vraiment un mal fou quand on me commande des jeux, parce que justement je n'ai pas cette vision là, j'ai pas cette envie qui vient. On me dit ouais, faut faire un jeu, c'est ça. J'y arrive vraiment pas, c'est pas fait pour moi, hein. Voilà, donc c'est tout simplement ça que je voulais dire. Très bien. Mais sinon, par moment, j'ai eu une petite larme parce qu'il y a des belles choses qui ont été dites. Et vous êtes 4, donc faites gaffe. Dans les 4, il y en a un. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Il y en a un parmi les 4. D'accord. Avec plaisir. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un voudrait réagir à cette intervention un peu philosophique? Oui, bonjour Philippe, créateur en devenir. Je voulais savoir... Je vais faire ça ultra rarissime. Il y a des choses, je vais donner un exemple très carré, il y a des choses par contre... Je voulais juste voir par exemple par rapport à ce que vous dites, Pix, vous avez fonctionné comme... Bonjour, donc pour avoir juste une idée, est-ce que vous êtes plutôt du genre à...
là je tombe tout, j'immortalise tout. Christophe, ça veut pas dire que derrière j'ai le temps de faire le proto, pardon? Non, je veux dire, ça fait le lien un peu avec sur quoi on avait envie de parler après l'idée et tout ça, c'est comment arrive le proto, comment le jeu évolue matériellement, pour aller jusqu'à un moment donné taper à la porte d'un éditeur. Ah oui, enfin, moi j'en suis même pas encore là. Hein. Moi je dis juste que tant que le jeu, il est pas complet là, il tombe pas sur le papier. Il tombe sur le papier quand il est complet là. Et quand il est complet là et qu'il tombe sur le papier, c'est qu'a priori j'ai plus qu'à faire le proto ou le truc derrière. Et avant d'enchaîner sur le proto, il y a une dernière question là-bas. Pour rebondir juste sur ce que dit Christophe, moi il m'arrive de faire de préparer toutes des cartes et tout, d'avoir tout fait sur l'ordi et puis je me dis ah non je vais pas imprimer parce que ça va être naze, ça va pas marcher. Donc pour arriver à mettre j'arrive pas à computer comme lui, il a un plus gros cerveau. J'ai besoin de faire des trucs, de voir. J'arrive pas à jouer dans ma tête avant tout seul. Mais c'est bien parce que du coup c'est vachement un gain de temps sans doute. Après j'ai pas dit que je faisais pas des calculs derrière. Ouais, non mais enfin voilà. Alors moi, c'est pas de quelques années que je travaille sur des protos aussi. Je dirais que quelque part, le cerveau, ça reste un muscle quelque part. On commence avec des idées qui sont un peu pourries, ça marche pas, ça se combine pas bien, on essaye, on fait des protos, ça marche pas non plus. Et puis arrive un moment où, à force de chercher des idées, on arrive à avoir des imbrications. On a une sorte de mûrissement d'idées qui fait que d'un coup, on a un petit thème qui va avec un mécanisme et que ça s'imbrique et qu'on se dit « Ah ouais, putain, ça pourrait marcher, quoi ». Et là, d'un coup, on commence à se construire l'idée. Enfin, moi, c'est pareil. Hein, je suis un peu comme Christophe, je suis un peu un cérébral. Je me fais tout dans ma tête, je regarde si ça marche, globalement. Et quand j'arrive à une idée une idée générale, quelque chose qui se complète, j'ai l'impression que ça prend forme. C'est à partir de ce moment-là que je le prototype et que le jeu sort en tant que tel. Mais il y a une question de mûrissement. Après, le mûrissement, il peut arriver n'importe quand. Quand on est sous la douche ou quand on se réveille le matin, d'un coup, ça fait tilt. Les différentes bribes d'idées qu'on avait ensemble disparates, d'un coup, viennent se connecter ensemble et ça fait un tout que l'on a envie de faire vivre sous forme de papier, carton, dés, cubes et ainsi de suite. Un peu et arriver jusqu'à chez l'éditeur. On avait pensé parler du proto. Et on m'a fait remarquer que vous parlez beaucoup des idées, tout ça dans la tête, mais aussi d'ordinateur, etc. Est-ce qu'il y a un travail d'abord de mise par écrit, donc sur informatique aujourd'hui, avant d'arriver à avoir, je suppose, alors pas pour tous les jeux, mais une grande partie, à avoir un support matériel? Et on avait envie de savoir un peu comment ça évoluait, est-ce que ça évolue longtemps tout seul dans votre coin à fabriquer des petits machins et puis dire non ça va pas, ou si rapidement vous vous tournez vers l'extérieur pour que ça évolue et que ça puisse un jour être dans les boutiques. Hein. C'est pas le seul but, mais c'en est un quand même assez fort, non, pour vous? Alors moi, pour la première conception du proto, je travaille un peu comme Christophe, c'est-à-dire j'ai le jeu qui est prêt dans la tête. Et moi, ma méthode, c'est je prends une feuille, là c'est papier stylo, je prends une feuille et il faut que j'arrive à tout mettre, les grandes lignes, toutes sur les grandes lignes sur une feuille A4. Si ça déborde, mon jeu est trop compliqué, j'en veux pas. Voilà, déjà j'ai cette première règle. Donc sur cette feuille, je note le but du jeu, le résumé d'un tour de jeu, la fin de jeu et tout le matériel. Et une fois que je me suis fait une liste qui me paraît raisonnable, parce que je suis un peu paresseux, donc s'il y a trop à faire, je fais pas. Une fois que j'ai une liste qui est un peu raisonnable, là c'est à l'ordinateur, on prépare et on imprime. Et après, pour répondre à ce que tu demandais, est-ce qu'on teste en vrai, à l'extérieur ou tout seul, ça dépend du style de jeu. C'est-à-dire quand tu fais un jeu qui est plutôt stratégique, où le côté stratégique est fort, tu te mets tout seul à la table et tu joues contre toi-même. Tu es un peu schizophrène. Toi-même a une certaine stratégie, mais toi-même numéro 2 est un gros vilain. Toi-même numéro 3, il joue n'importe comment, parce qu'il faut voir si on joue n'importe comment. Et tu joues. Tu multiplies les personnalités. Ouais. Et t'es dégoûté parce que toi-même as perdu. Parce que toi-même, ça t'a fait un sale coup. Donc voilà. Sur les jeux plutôt stratégiques, moi je marche comme ça. Et quand je suis content de mes parties contre moi-même, là je me tourne à l'extérieur. Voilà, contre toi-même, pardon. Ouais. Et après, il y a des jeux où l'ambiance est plus forte, où je pense que c'est pas la mécanique qui prime, mais l'ambiance,
où là je vais me faire quelques petits calculs sur papier pour voir si les grandes lignes théoriques marchent. Et là je lance le jeu dans le grand bain sans l'avoir joué tout seul, parce que si je fais un dessin et que je dois le deviner, je pense que là j'arrive pas à être assez schizophrène pour pas reconnaître ce que je dessine. Donc là je suis obligé de passer avec les gens, quoi. D'accord, c'est comme le jeu questions-réponses, là. Tu te poses pas des questions à toi tout seul. Il y a Cédric, j'ai l'impression qu'il procède autrement. Moi, j'ai pris le parti de faire souffrir les gens autour de moi qui m'aimaient bien. Donc, je leur inflige des trucs tout pourris qui marchent pas. Je les enchaîne à l'étape pendant des heures et je les oblige à rester là. Alors maintenant, ils me le disent avant. Hein. Je me rappelle à mes débuts, c'est toujours comme ça. Les gens, ils osent pas dire non, c'est tout pourri, faut arrêter, quoi. Maintenant, oui, ils ont pris l'habitude, donc ils m'arrêtent tout de suite. C'est ce qu'on recherche un peu, non? Aussi. Oui, quand c'est tu bien. te confrontes aux autres. Tout à fait. Mais moi, je sais pas jouer tout. Pareil, je sais pas faire des protos tout seul dans ma tête. Je sais pas jouer tout seul contre moi-même. J'ai besoin de faire tester à des gens autour de moi. Donc voilà. Je m'excuse auprès d'eux ici. Pardon. Pareil, ouais. Pareil à chaque fois. Hein. Oui. Non, moi, à partir du moment, j'ai un gros saut à faire entre le moment où j'ai tout tombé. Je fais comme lui, je me limite pas à une page. Ça dépend totalement du type de jeu. Si je fais un jeu abstrait, il doit tenir un quart d'une page. Si je fais un jeu comme Earth Reborn ou Dungeon Twister, il peut faire 46 pages. Sur le public, il en veut, quoi. Il veut de l'extension avec, il veut tout ce qu'il y a avec. Donc je me donne pas cette limite. Ça dépend totalement de ce sur quoi je suis parti. Après, par contre, quand j'ai tout immortalisé, que c'est fait, j'ai tellement d'autres idées qui poussent derrière et tout, que j'ai la grosse flemme de faire le proto, c'est vrai. Par contre, une fois que j'ai lancé la machine sur l'ordinateur à faire le proto, là, une fois qu'elle est lancée, j'ai vite envie d'en voir la fin, quoi. J'ai vite envie de la voir et de le sortir sur la table. Quand il est fini, faire de l'autotest comme il fait aussi, non, je peux pas, quoi. J'ai plein de joueurs qui tournent autour, j'ai grave envie de voir comment ils tournent. Et si je l'ai fait, si je suis allé jusque-là, c'est parce que, on va dire que j'ai 95% de chances dans ma tête qui clignotent et qui me disent les statuts sont ouverts, il va bien marcher. J'ai eu des déceptions, comme l'a dit tout à l'heure aussi Laurent, mais je peux presque les dénombrer. Et je crois que j'ai 3 jeux dans tous mes protos qui tournaient pas au départ, et en plus je ne voyais pas quoi faire pour les faire tourner. Ça, c'est la vraie déception, parce que là ça paraissait bien sur le papier, ça paraissait bien en faisant le matos, ça paraît bien quand tu démarres, et quand tu joues ça foire complet. Les autres, t'en as quelques-uns autour, ah ouais non mais c'est sympa et tout, genre mais toi tu te dis non c'est tout pourri, j'en veux pas, et tu trouves pas la solution. Ça m'est arrivé sur 3 jeux à ma connaissance. Le reste, c'est soit ça marche d'entrée, soit il y a du tuning, des choses à faire, plus ou moins grosses à corriger, mais au final ça marche. Après ça marche, c'est édité ou ça l'est pas, c'est une autre affaire. Mais c'est comme il dit, ça part d'un autre sujet. Mais ça marche et qu'on se fasse plaisir entre nous, ça oui. Enfin, j'aimerais dire juste qu'à mon avis, je pense à un des partenariats que j'avais fait avec Ludovic Maublanc, qui est le premier jeu qu'il avait fait, on l'avait fait ensemble, c'était Monstropholie. Et lui, il a une technique de fonctionnement, mais pour moi, il y a 2 grandes écoles. Il y a, comme il disait, lui ou moi, ou peut-être, je pense qu'on se fonctionne un peu tous comme ça ici. J'ai l'impression, en tout cas. On ne sort le jeu ou on le fait que quand on est quasi certain qu'il va faire plaisir et qu'il est bien. On a fait plein de calculs en amont, de réflexion, de ces imbrications qu'on a, et voilà. Et quand on pense que tout est bon, on le fait. Et puis après, il y a les fans du crash test. Et ça, par exemple, Ludovic Maublanc, il serait là, il le dirait de lui-même parce qu'il le dit. Lui, c'est le fan du crash test. Il a une vague idée, il a un jeu où il faut se pointer avec des guns, il va faire un truc, du matos à l'arrache et il va lancer les gens. Et avant d'arriver au truc qui tourne bien, il va avoir des tripotés de gens qui ont joué et il va avoir fait 40 crash tests et à chaque fois, il va modifier des choses. Et à la 40e, il a un party game qui déchire, qu'il a testé mais plein de fois. Il déteste essayer d'imaginer ou de faire des calculs statistiques en amont pour voir si ça va tourner. Moi, à l'inverse, j'ai besoin que quand je sors sur la table, je vois que tout le monde se fasse plaisir, on va dire à 80% minimum et si possible le plus proche possible de 100%. Voilà. Laurent, non? Moi, c'est un peu j'ai du mal à être tout seul dans ma tête quand même. Non, le dédoublement de personnalité, je pratique parce que j'ai pas toujours. C'est compliqué d'organiser les soirées tests. Et j'ai pas toujours le temps et l'énergie, c'est quand même. On arrive à faire plus de parties tout seul avec soi-même quand même. Hein. On peut dépoter 3-4 parties dans la soirée, alors que quand on reçoit les amis, moi j'ai tendance à passer un bon moment avec eux et donc du coup, voilà, c'est moins de temps à jouer. Et lorsqu'on a peu de temps ou qu'il y a des échéances,
échéance, voilà, il faut être efficace. Mais je sais que c'est moins bien. C'est toujours moins bien de tester tout seul. C'est aussi pour ça que j'aime ce genre de salon, c'est ça permet vraiment de faire beaucoup de parties, et c'est là que ça avance beaucoup mieux. Mais c'est un luxe, il faut prendre le temps. Et sinon, moi j'ai besoin de gâcher du carton en termes de proto. C'est vrai qu'assez vite j'ai mon idée, mais il faut que je découpe. C'est mon côté manuel à la base. Ouais, voilà, ça m'intéresse. Alors j'imprime, je vais plus loin que Cédric, c'est-à-dire quand c'est sur l'ordinateur, je vais jusqu'à l'impression, je découpe. Et parfois je tu imprimes. Je crois que t'as... Ah bon. Mais je sais très bien qu'au premier test en réel, au bout du premier tour, on va arrêter. Mais il y a quand même des moments où j'ai besoin d'avoir des choses visibles. J'en discutais, je me souviens à une époque avec Bruno Catala, qui lui fonctionne énormément dans sa tête. Il en parlait, d'ailleurs, c'est aussi dû à son métier. C'est un métier son métier d'origine, qui fait qu'il devait vachement conceptualiser les choses parce que ça coûtait trop cher à faire après. Et je me suis entraîné à faire comme lui. Je me suis dit, c'est génial. Si, mais c'est un boulot en fait. C'est pas mal, mais c'est une autre manière et c'est assez intéressant aussi. Et éditeur, on commence en plus à prendre la casquette éditeur et à voir les coûts, les quand on se met du côté du joueur, c'est un peu la question qu'on se pose quand on arrive sur l'espace là, des auteurs qui présentent alors proto, c'est prototype pour ceux qui connaissent pas trop ce mot. C'est c'est l'original avant une commercialisation d'un produit. En tout cas, moi, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment important dans le processus là de création d'avoir des supports, d'en tester et tout ça, ou c'est vraiment la mécanique, l'idée, et après on pourrait utiliser n'importe quel support, adapté si c'est des pions et tout ça, mais peu importe si c'est des cubes, si c'est des meeples, ou si pour vous ça fait évoluer le jeu aussi, de tester des supports du matériel en fait. Il y a quand même un moment où on ne peut plus conceptualiser. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un moment où il faut passer au concret, parce que je sais que comme je bosse beaucoup à deux, lorsqu'on se retrouve, c'est souvent des séances de 20 minutes, une demi-heure. C'est-à-dire au bout de 20 minutes, on a besoin de manipuler des choses. On peut plus, on est au bout de ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, tel que je fonctionne, j'ai rarement vu plus de 20 minutes de travail efficace comme ça dans l'abstrait, dans le. Après, il faut avoir il faut poser une étape solide, on va dire. Je crois. Mais... Est-ce qu'il y a une réaction des autres ou des questions? Oui. Est-ce que vous pensez que le prototype, c'est vraiment l'étape clé pour passer de tiens, j'ai une idée à on commence à vraiment avoir ce qui ressemble un peu à un jeu, ou c'est complètement autre chose? Pour moi, c'est ce qui va faire qu'on va passer effectivement du prototype, de l'idée à un jeu. Parce qu'une idée c'est pas jouable et un proto c'est jouable. Donc on est vraiment dans le si t'es pas capable de faire un proto, si t'as pas un proto de ton jeu, pour moi t'as pas encore un jeu, quoi. T'as une idée, mais si on peut pas y jouer, ça peut pas être considéré comme un jeu. C'est vraiment là où se fait le changement, effectivement. Ça veut dire aussi que t'as réussi à tout relativement, enfin en partie en tout cas, imbriquer toutes ces idées-là pour en faire vraiment quelque chose de jouable, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout bête. Il va dire pareil. Non, c'est tout bêtement de passer de l'idée à l'objet pour pouvoir se dire au final ça marche ou ça marche pas, quoi. Tant que l'objet il est pas fait, on peut pas se dire et c'est ça que moi j'aime, et c'est pour ça que j'aime pas le faire seul. Le moment où le proto il est fini, c'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête, j'invite les potes et c'est là qu'on va on va savoir si toute cette réflexion, tout ce boulot en amont, toute cette PAO qui a été fait sur l'ordinateur, tout ce qu'il a fallu faire, c'est maintenant le moment fatidique, c'est maintenant qu'on va savoir si ça marche. Et plus on a fait des calculs en amont, plus on a bien tout magouillé sa problématique, son sujet, tout ça, la thématique, les dessins, tout, si tout va bien, c'est là que le moment de vérité il est là. Donc c'est passé effectivement l'idée à ça marche ou ça marche pas, bam. Ok. Il reste. Ah pardon.
Question par rapport au proto, est-ce que par rapport, tu viens de parler de dessin, est-ce que vous avez besoin d'arriver à un proto avec déjà le graphisme ou c'est quelque chose qui vient après? Une fois il y a deux, Bruno Feduti par exemple, lui ses protos il en a rien à cirer à quoi ça ressemble, c'est souvent des simples petits bouts de papier avec juste des trucs écrits, du texte, voilà, il s'emmerde pas avec les, parce qu'il a l'habitude, c'est un des plus anciens, il sait que de toute façon aussi tout va être travaillé. Moi je pars vraiment comme lui et tout de la thématique avant tout, et si je sors un jeu super thématisé, même moi pour me faire plaisir, j'ai pas envie d'avoir des bouts de carton, j'ai envie que je sois porté par le thème, si c'est avec des elfes ou des petits lilliputes à la Minimoy, il faut que je sois dans une map ou dessus, je peux pas le faire sur un truc blanc, même si la sagesse voudrait que je fasse d'abord un proto tout blanc sur un Velleda, même pour essayer et tout, mais à chaque fois je me dis faut faire ça, mais non. À chaque fois, je me dis non, tout colle bien, tout va trop bien, c'est 95%, ils sont imbriqués. Si tu fais le beau proto, non seulement ça marchera, mais en plus, tu vas être à fond dedans, vous allez vous faire plaisir. Je peux pas m'en empêcher, c'est là que je dis j'ai du mal à m'y lancer, mais une fois que je suis lancé, que je suis sous le Photoshop et sous le Google Images, en allant chercher des images à bloc, parce que maintenant de nos jours, c'est comme ça qu'on fonctionne, là, le proto, il prend de la gueule, il avance, et là, de plus en plus, tu as envie d'en voir la fin. C'est pour ça que quand tu as allumé la mèche et que tu as commencé à le faire, tu as envie de voir le bout final et tu as envie qu'il soit là sur la table. Et par contre, le jour où il est fini, oh mon pauvre, si j'ai pas les 4 Gugus le soir même à la maison ou dès que je l'ai fini, en général c'est déjà programmé. Je vois quand est-ce que je vais arriver au bout, j'ai déjà programmé la soirée, la partie jeu quoi. Il reste. Je vais juste pour finir là-dessus, je vais encore plus loin que Chris, c'est-à-dire que sur, je prends l'exemple d'Yggdrasil par exemple, donc il y a un jeu sur la mythologie nordique. Quand j'ai fait ce jeu avec un pote, on s'est dit on va faire un jeu sur la mythologie nordique, un jeu coopératif. Et en fait, la première chose que j'ai trouvée, c'est le plateau de jeu. J'ai commencé à faire des recherches dessus. J'ai vu une illustration de l'Yggdrasil, l'arbre monde des Nordiques. Le soir même, j'ai appelé le pote, j'ai dit bon écoute, j'ai le nom du jeu, ça s'appellera Yggdrasil, j'ai le plateau du jeu, ça sera l'arbre. Maintenant, on va essayer de trouver des mécaniques qui vont avec. On n'avait encore aucune idée. J'avais rien, j'avais juste le plateau de jeu, c'était obligé que ça soit ça. Donc l'illus, elle était là, elle était centrale sur le truc et voilà, après j'ai bricolé Stylus original que j'ai retravaillé plein de fois sur plein de protos différents en bougeant les trucs un peu à droite, un peu à gauche pour que ça colle, mais ça a vraiment été là quoi. Alors moi je suis plutôt dans l'école du proto moche. Mais plus moderne que Bruno Feduti, c'est-à-dire que quand même je profite des progrès de Google Images, tout ça. En gros, si pour faire le graphisme d'une carte ça me prend plus d'une minute, ça va me gaver et donc je vais pas le faire. Mais voilà, je fais une recherche très rapide pour trouver 2-3 dessins histoire de... C'est plutôt pour un aide-mémoire, c'est-à-dire que voilà, je prends une image, si j'ai un policier dans mon truc, je vais vite fait trouver une image d'un policier en clip art et hop, on se rappellera que cette carte c'est le policier. Comme ça on n'aura pas besoin de lire le texte. C'est vraiment pour fluidifier le jeu. Mais de toute façon j'ai des talents graphistes proches du néant. Ouais. D'ailleurs, l'un de mes jeux récents même, j'ai fait travailler mon fils dessus. J'avais besoin d'avoir la mère, c'est mon fils 5 ans et demi qui a fait le plateau, c'est mieux fait ce que j'aurais fait. Là j'ai un joli proto pour une fois. Voilà. Mais voilà, pour moi le côté graphique doit juste, à mon niveau du prototype, il sert l'information du jeu, c'est-à-dire il doit porter les informations et je fais surtout rien d'autre parce que si je faisais quelque chose d'autre ce serait plus laid et moins parlant. Voilà. Il y a encore une question et comme il reste une petite demi-heure, ça permet de parler de la suite et la fin de la conférence pour arriver sur le côté édition. Donc il y a 2 éditeurs là parmi les intervenants. Donc après la question que j'ai pas oublié, on va imaginer que le jeu a évolué, a suivi son processus, là l'idée, les petits découpes, tout ça, testé par les amis et des gens lambda sur des festivals. Et c'est le moment de se confronter aux éditeurs, donc comment ça se passe, et aussi après ce que ça peut un peu bousculer, parce que moi il y a une idée qui me vient derrière ça, c'est qu'il y a des protos qu'on voit ici qui ont vraiment un graphisme fort et tout ça, et quand on les retrouve dans le commerce, ça a complètement changé. Donc il y a une étape là, je crois, où le rôle de l'éditeur est important. Mais une dernière question, je pense, sur le proto en lui-même. Oui, Cédric parlait du titre du jeu. Est-ce que le titre vient tout de suite ou est-ce que c'est l'éditeur qui l'impose? Comment ça se passe au niveau du nom du jeu? Alors, un titre qui ne sera sans doute pas définitif. Ça arrive qu'il soit définitif, mais pour moi, le titre arrive au moment où je vais faire le proto.
Tout bêtement parce que sur mon ordinateur, il faut que je crée un dossier au nom du prototype. Donc il faut que je trouve un titre. Quitte à ce que ça change après. Mais par exemple, Ladies and Gentlemen, j'ai eu le titre d'entrée de jeu. Enfin, j'ai eu le thème, j'ai eu le titre d'entrée de jeu. Deadwood, le titre, c'est l'éditeur qui l'a amené. Moi, ça s'appelait Des rails sur la prairie, quoi. Voilà. Ouais, il a eu raison de changer, hein. Mais c'est juste, c'est vraiment pas un souci pour moi. C'est-à-dire, c'est le nom d'un dossier sur l'ordinateur, et puis après, je sais où le retrouver, quoi. Alors Loïc, comment ça... T'as le micro. Comment ça se passe, la rencontre avec un éditeur ? Parce que ton jeu, à un moment donné, t'as envie de le voir dans le commerce, c'est pas... Alors, bon, j'ai pas tellement de... Pour l'instant, j'ai eu que 3 jeux édités, hein, donc j'ai pas une énorme expérience de ça. Oui, mais c'est bien. Et sur les 3, il y en a quand même, il y en a 2 où c'est pas moi qui suis allé chercher l'éditeur, c'est lui qui m'a dit ton jeu il me plaît. D'ailleurs, Deadwood, je pensais pas encore le présenter à des éditeurs. Je pensais encore qu'il y avait un petit peu de boulot à faire dessus. Je sentais que je savais quelque chose de bien. Et donc ça devait être, c'était ici il y a 3 ans. Et puis il y a un éditeur qui s'assoit à ma table, il se présente, je le connaissais pas, et puis il repart avec mon jeu. David Preti de Dust Game. En fait, à Toulouse, un Italien basé à Hong Kong m'a pris mon jeu, quoi. Ça, c'était pas mal. On donnera la parole aux éditeurs là à côté de toi. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as encore un peu le contrôle du jeu ? Il y a quelque chose qui existe, hein, on le sait, mais ça dépend des jeux, vraiment. Là, de toute façon, sur Deadwood, le travail, il n'y a pas eu énormément de changements en fait. Ils ont pas thématisé le jeu. J'avais un jeu de Far West. En fait, c'est quand même l'avantage de travailler sur le thème, de partir du thème. C'est qu'ils vont avoir du mal à me le changer, mon thème. D'accord. Donc sur Deadwood, ils pouvaient pas me le changer. Sur Ladies and Gentlemen, je leur souhaite bien du courage si vous voulez le changer. Donc moi j'ai pas ce souci-là. Comme j'ai des graphismes moches et qu'en général ils sont compétents, je les laisse faire. Voilà, en général, quand on voit des dessins pour me demander mon avis, je montre à ma femme parce que j'ai aucun goût. Donc elle va dire ouais c'est chouette. Donc je réponds ouais c'est chouette. Voilà. Donc là sur ça j'ai aucun problème. Et après, les éditeurs sont pas fous quand ils veulent retravailler les règles. Ils sont pas fous, ils sont peut-être aussi un peu paresseux. Ils me disent voilà il y a ça qui va pas, il faudrait le changer. Alors pour l'instant, moi j'ai pas eu d'éditeur qui a voulu changer tout seul. Il m'a dit ça va pas, faut le changer. Et au boulot. Donc je me mets au boulot et je change le truc en essayant de répondre à leurs demandes. Voilà, après il faut pas être buté, c'est-à-dire que ils veulent mon jeu, oui, après ils veulent sans doute l'améliorer et en plus en général ils ont raison quoi. D'accord. Même si sur le coup parfois on n'est pas content, mais après en réfléchissant on se dit ah oui tiens, finalement son idée était pas bête. On donne la parole à... Ouais, les 2 fois où on m'a fait des changements, ça a détruit le jeu. Par le passé, au tout début. Hein. J'ai du bol. Est-ce que l'éditeur veut s'exprimer ? Tu es aussi un peu éditeur ? Cédric d'abord. Ouais. Moi, du coup, en tant qu'éditeur, alors je me pose, j'oublie les 3 premiers jeux qu'on a auto-édités, qui sont mes jeux, quoi. Sur la suite, en fait, la façon de travailler avec l'auteur, qu'est-ce qu'on va y changer sur le jeu ou pas, ça dépend vraiment des auteurs. Il y a des fois où le jeu arrive, c'est nickel, il y a quasiment rien à faire, tout est là, on sait bien. Donc on bosse, oui, quelques petits réglages, on était sûr de ce petit point de détail là, rajouter un petit point ici, on enlever un petit point là, mais globalement ça change pas. Il y a des jeux où quand on le signe, on sait qu'il y a encore beaucoup de boulot dessus, beaucoup de développement, etc. Donc là, on va aider l'auteur à tester avec lui, voir, échanger. Je pense par exemple à Lewis et Clark qu'on sort. On a rencontré l'auteur l'année dernière à Toulouse. On a signé le jeu en lui disant faudra changer le thème, faudra travailler le thème et faudra qu'on fasse il y a beaucoup de réglages sur le jeu. Et ça s'est très très bien passé. On a bossé vraiment ensemble dessus. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de petites discussions, de changements, mais avec un respect mutuel et ça s'est très bien passé. Parfois, ça peut être un peu plus délicat. Des fois, des auteurs aussi estiment que leur jeu est totalement fini. Et s'il y a des choses qui vont pas, ça va être dur de les convaincre.
Et pour rebondir sur le proto et la qualité graphique des protos, dont on parlait tout à l'heure, avec un petit peu l'expérience, la toute petite expérience que j'ai dans ce domaine-là, presque un jeu trop beau aurait tendance à me faire fuir. Parce que je me dis, oula, lui il a déjà fait un truc, c'est tout fini, il va rien vouloir changer. S'il y a un truc à changer, il va falloir se battre 3 quarts d'heure. Ça va pas forcément être facile de travailler avec. Après, je peux me tromper, et puis des fois, voilà, il suffit de discuter avec les gens. Mais je pense qu'il y a les deux côtés. Enfin, l'auteur qui peut se sentir frustré si on change des choses. Il y a l'auteur qui est conscient qu'il y a encore des choses à changer. Il y a l'auteur qui arrive avec un truc qui est terminé parce qu'il peut avoir une certaine compétence, etc. Enfin, après, c'est pas faire ombrage, par exemple, à Cédric, à qui on a signé Lewis et Clark. On a beaucoup bossé dessus. Sur Le Petit Prince, qui est un jeu de donc Bruno Catala, Antoine Bozac. Quand le jeu il arrive, il est fini parce qu'ils ont aussi, eux, cette expérience-là qui fait que voilà, quand ils vont venir avec un jeu, presque voilà, on est quasiment arrivé au bout du processus. Donc ça va dépendre vraiment des auteurs. Et puis après, c'est aussi intéressant la relation qui s'installe entre l'auteur, l'éditeur. J'ai envie d'inclure le graphiste, enfin l'illustrateur aussi. Travailler ensemble, avoir des échanges, des retours entre tous ces gens-là. Je pense que c'est ce qui fait qu'au final, un jeu est bien à la fin ou pas, quoi. Est-ce que oui. J'avais demandé si conseiller à un auteur de faire 2 protos, un proto le plus beau possible pour le faire jouer dans les festivals et un proto le plus neutre possible pour l'envoyer aux éditeurs. Enfin, c'est pas parce qu'il est joli qu'on va pas. Parce que moi, en tant qu'auteur, je suis comme Chris, j'aime bien faire des protos jolis, donc là n'est pas la question, mais c'est. Enfin. Ce que je dis là-dessus, c'est plus un frein par rapport à la personnalité. C'est quelque chose qui va permettre de cerner. On va quand même s'asseoir, on va quand même éventuellement discuter avec, mais c'est vraiment une question de personnalité de l'auteur. Est-ce qu'on va pouvoir travailler avec ou pas? Enfin voilà, c'était plus par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas faire un proto moche, un proto beau. Il faut toujours faire jouer quand même le proto le plus joli. Clairement, je peux te dire que de toutes les expériences du passé que j'ai eues, de jeux signés avec d'autres éditeurs, parce que j'ai toujours de double casquette, des jeux, on va dire, plus ou moins auto-édités, et des jeux que j'aurais signés avec donc, tous les, on va dire, les 10 premières années de ma carrière, c'était en tant qu'auteur indépendant. Je peux te dire qu'un proto, quand il est bien fait, finalisé beau, qu'il a de la gueule, la taille des cartes, le matos, ça influence énormément l'éditeur. Énormément. À tel point que le Dungeon Twister tel que je l'ai proposé, mais pourtant j'en avais rien demandé, j'étais à mes débuts et tout, mais mon proto, il avait une certaine forme, une certaine taille, une certaine épaisseur de carton, ils ont tout suivi, quoi. Ils ont juste un peu agrandi les salles, et ça c'est parce que moi je disais, dans les miennes sont trop petites, parce que je voulais en rentrer 2 sur une seule planche à 4, tu vois. Moi c'était pour faire du gain de matos et optimiser. Tous les autres jeux à chaque fois, souvent le matos, la taille des trucs, la taille des cartes, où les icônes étaient placées et tout, ça a influencé vraiment l'éditeur. Il refaisait tous les graphismes, certes, et ok, mais souvent là où j'avais mis les éléments, les infos et tout, ça atterrissait au même endroit. Donc si tu fais, parce que oui, mais si tu fais un proto, et c'est pas si mauvais ton idée, si par contre tu ferais pas ça pour chaque jeu, si tu as un jeu auquel vraiment celui que tu t'es le plus battu dessus, tu y crois à fond, il est vraiment bien. Si tu le mets, c'est à double tranchant. Si tu leur envoies la version super belle, nickel, telle que tu la vois, toute bien faite, tu vas les influencer à fond. Donc s'ils suivent ça, ils vont faire ça et c'est ça que tu verras. Par contre, tu n'auras aucune vision de ce qu'ils auraient pu faire de ton jeu au cas où il était neutre, entre guillemets, à la Feuilletuti. Tu vois, blanc avec du texte. Par contre, si tu fais l'autre truc, tu ne vas pas les inspirer du tout. Tu ne vas pas du tout leur donner de guidelines. Tu ne leur donnes pas un vrai cahier des charges. Et là, ils peuvent partir vers n'importe quoi, bien ou moins bien. Ou aussi, ils peuvent carrément rater des idées de forme ou de choses qui s'imbriquent, ou de trucs qui ne sont pas vitales, mais qui, toi, tel que tu les as mis dans ton proto, bah, en fait, c'était pas mal et ils suivent. Donc, t'as vraiment, finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Si vraiment il y aurait un jeu auquel tu crois, celui-là, ça c'est comme je le vois, le thème que je vois, le look que je vois. Voilà, si vous accrochez comme ça, ce serait pas mal. Sinon, la mécanique de jeu brute, si elle vous plaît, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est dénudé. À vous d'y plaquer ce que vous voulez. Simplement, ça te fait double boulot aussi, quoi. Enfin, 1,5 fois le boulot, quoi. J'ai une autre question. Je voulais juste réagir à ce qu'a dit Christophe. En fait, je pense qu'il y a 2 éléments importants. Il y a le graphisme, mais il y a aussi l'ergonomie du jeu.
C'est-à-dire que moi, en termes de graphisme, donc vous avez compris, je ne travaille pas du tout, mais par contre, l'ergonomie, c'est un élément qu'on doit vraiment travailler avec le proto. Donc, effectivement, réfléchir à la taille des cartes, la place des icônes, tout ce genre, quelles informations, où, comment, pour que le jeu soit vraiment le plus jouable possible. Et ça, je pense que plus on le travaille avant, plus la relation plus avec l'éditeur, ça va pouvoir passer bien, quoi. C'est-à-dire que même si je suis pas là et si le jeu, il n'y a pas les infos sur les cartes, comment est-ce que les gens vont pouvoir jouer sans moi? Et à un moment, il faut que les gens puissent jouer sans moi. Je vais donner le micro parce qu'il y avait une question là. Dernière chose, hyper importante, vue de l'éditeur. T'envoies ton proto, c'est un jeu sur les loups-garous, il est super beau, il claque sa mère, t'as tout pris sur Google et il est vraiment beau. L'éditeur, moi je reçois ça, j'adore les mécaniques, le jeu il est génial, le thème il va avec, tout me va très bien. J'ai mon cahier des charges, il est 100% fait. Je contacte un artiste, je lui envoie toutes tes cartes en PDF, je dis voilà, c'est ça que je veux, ce genre. J'ai même pas à lui écrire une ligne de texte, rien. Je lui envoie ton proto. Et là c'est bon. Alors que normalement, si par contre je veux changer la thématique, le truc, je vais soit devoir aller lui piquer, chercher plein d'images de partout et lui donner des références de ce que je veux qu'il dessine, ou alors je vais devoir lui taper en texte. Et je suis scénariste de BD un peu aussi comme Laurent Escoffier, si je veux vraiment bien décrire une image comment je la veux, c'est une demi-page à 4 de Word, voire une page à 4. Et je dois faire ça pour chacune de tes putains de cartes. Voilà, donc si ton truc il est bien fait, qu'il claque et qui va bien avec le thème, moi j'irai sur le truc final et c'est ça que t'envoies. Si l'éditeur, déjà ça va lui attirer l'œil parce qu'il faut quand même dire, tu passes toutes les tables, tous les protos qui traînent entre les petits bouts de papier faits sur du PQ et les jolies cartes qui claquent, excuse-moi mais moi je fais pas il n'y a pas de photos, je vais vers les claques qui clatent. Hein. Après si la mécanique, le mec il m'explique 3 trucs, je dis ok il a repompé ça et ça, il jette des dés, c'est plein de moules, ça m'intéresse pas, peut-être que je vais aller voir celui qui est tout pas beau et qui est 100 fois mieux, je te l'accorde. Mais en attendant, on est tous quand même, il y a un côté esthétique, on est des êtres humains et le côté esthétique qui nous attire quand même avant tout, c'est indéniable. Donc je voulais savoir comment ça se passe au niveau des droits d'auteur et de comment c'est négocié un petit peu avec la maison d'édition. Est-ce que c'est une raison pour laquelle la plupart d'entre vous se sont auto-édités? Et je pense aussi éventuellement à la couverture internationale. Est-ce que vous négociez des choses? Est-ce qu'il y a plusieurs écoles et c'est comme ça ou comme ça ou... Enfin, comment ça se passe? Lien, si je me trompe pas, avec une question qu'on avait envie de poser aussi, c'est pourquoi l'éditeur se permet de modifier, alors de rien modifier si tout va bien, mais quand ça va pas, vous avez des critères, vous parlez de cahier des charges, il y a une prise de risque aussi quand même de ce côté-là. On peut faire un lien avec les deux, c'est-à-dire quelle est la prise de risque de l'éditeur, parce qu'il y a une notion pécuniaire dans ce travail, et du côté de l'auteur, c'est l'idée dans la création, la propriété intellectuelle et tout ça là. Laurent. Ouais. C'est connu, c'est le risque financier, c'est l'éditeur qui le prend. L'auteur il prend le risque de perdre son temps, et il donne beaucoup de son temps, mais au final, ce qui paye, c'est le risque financier. L'auteur, c'est autour de 6-7% à peu près du prix éditeur. C'est à peu près ça. Hein. Et par rapport au prix éditeur, donc au prix auquel lui va le vendre à son distributeur, qui va le vendre à la boutique, qui va le vendre au client. Donc il faudrait préciser, je pense, parce que ça paraît beaucoup là, les gens. C'est pas le prix du jeu en magasin, ce dont vous parlez. Les 6-7%. Voilà, il faut l'expliquer ça. Parce que ça, le public ne le sait pas forcément. Les auteurs, ils sont souvent basés sur le prix de vente des distributeurs, c'est-à-dire le prix auquel l'éditeur vend le jeu au distributeur. Voilà. Donc en grosso modo, un jeu qui se vend 30 € en boutique, il est acheté 15 € par la boutique, auquel ils ajoutent leur marge et la TVA. Donc ils font x2 grosso modo, mais il y a la TVA dedans, donc faut pas dire qu'ils font un vrai x2. Ça c'est le prix standard. Et encore pour aller plus loin, pour vous donner un peu des chiffres, entre le prix de production, à combien vous revient le jeu, et le prix public, il faut faire x6 grosso modo. Ça, c'est une règle d'or. Et oui, il y a tout le monde, le fabricant, les transporteurs, les sculpteurs de figurines, les artistes, il y a tout dans la chaîne. Mais grosso modo, un jeu qui reviendrait 1 €, il sortirait à 6 €. Voilà. Donc les gens, à chaque fois, quand ils voient un jeu sur Trick Track ou quoi, ils disent « Ah, mais c'est un peu con, la version solo, ils l'ont sorti après, un paquet de 32 cartes, on se fait arnaquer et tout, ils auraient pu les mettre dedans. C'est pas cher, c'est pas ce que ça coûte de plus. » Certes, le paquet coûte peut-être que 50 centimes ou 1 € de plus. Mais ça vous fait un bond de x6 derrière et vous montez au lieu d'être à 45, vous montez à 51. Et malheureusement, le marketing, le truc et tout, il va vous dire que les gens, ils ont un prix public. En dessous de 40 €, ah, c'est bien, c'est un bon plan. À 40, ah bah non, à 39, c'est bien, mais à 40, tu tires la langue et tu l'achètes pas, et donc ton produit,
Il a beau être extra génial, t'as mis les fameuses cartes que Pékin sur internet il râlait parce qu'il les avait pas, et tu t'es coulé ton produit parce que tu lui as mis 6 € dans sa tête pour mettre ce petit bonus dedans. Voilà comment ça marche. Donc les auteurs ils prennent entre 6 et 8% en standard de ce prix de vente. Pour vous simplifier la chose, sur un Dungeon Twister qui sortait à 30 €, moi je touchais selon les quantités qu'ils avaient vendues entre 80 centimes et 1 € par boîte. Donc vous prenez un 30e grosso modo, voilà, au final. Ça c'est bien carré. Après ça peut augmenter selon les quantités. Après s'il y a des... Si c'est une licence, genre voilà, vous faites le jeu sur Star Wars ou sur Spider-Man, la licence, ça va vous pomper la moitié du truc, normalement. C'est-à-dire que là, ils estiment que le jeu, il se vend pas seulement parce que vous avez fait un bon jeu, mais il se vend parce que c'est Star Wars. Et que les gens, ils voient Star Wars, boum, aveugle, ils achètent. D'accord ? Après, tant mieux si vous avez fait un bon jeu avec, et c'est pas souvent le cas. Donc là, du coup, les 8%, ils deviennent 4% ou 3% pour vous, et 4% pour Marvel, ou pour Star Wars, pour George Lucas, ou ces gens-là. Voilà. Il y avait la question des droits d'auteur, c'était ça ? Ce que dit Chris, hein, nous, on est peut-être trop gentils. Enfin, on a, en fait, nous, par exemple, je prends l'exemple du Petit Prince, hein, qui est un jeu à licence où on paye la licence. Enfin, nous, on l'a pris pour nous la licence, pas pour les auteurs. Donc, on l'a pris pour nous c'est-à-dire. Non, oui, non, mais tu dis, toi, tu perds la moitié de ce que tu as en tant qu'auteur. Enfin, voilà, après, ça dépend. Mais c'est vrai que vous l'avez pas impacté dans... Nous, on l'a pas impacté dans ce qu'on a donné aux auteurs s'ils avaient fait un jeu sur n'importe quoi d'autre, en fait. C'est les grosses boîtes chez Fantasy Flight Games et tout, quand ils font, voilà. Chez les grosses boîtes, c'est comme ça que ça marche. On est tout petits, nous. On est tout petits et tout gentils. Et donc, sur les droits d'auteur... je me souviens, tu veux la préciser si ça existe et comment c'est contractualisé un peu avec les... Oui. Est-ce que les auteurs ont un pouvoir de négociation ou en termes de propriété En général, on n'a quand même pas forcément... c'est plutôt une relation de confiance qui va se mettre en place, pas une relation de force. A priori, moi, sur tous les contrats que j'ai eus, à chaque fois, il y a une petite discussion. Allez, tu me rajoutes 3 exemplaires. Ou tu me rajoutes un petit truc progressif si jamais on en vend plus de 20 000. Voilà, c'est une discussion, mais en général, j'ai signé avec 3 éditeurs différents. Et bizarrement, les 3 contrats se ressemblaient beaucoup sur les grandes lignes, quoi. Il y a 2-3 points de détail qui changent, mais... En général, les contrats sont prévus à l'international, il y a des clauses qui sont assez claires là-dessus. On commence à voir aussi des clauses sur les adaptations sur tout support possible et imaginable. Enfin, a priori, c'est 3 éditeurs différents, 3 contrats types, et sur les grandes lignes, c'est quasiment identique, quoi. On va pas commencer à faire un marchandage entre tel et tel éditeur, qui c'est qui m'offre le plus pour prendre mon jeu. Même quand on a la chance, ça m'est arrivé là pour un jeu d'avoir 2 éditeurs qui le veulent. Je leur ai dit de s'arranger entre eux, c'est pas moi qui ai fait monter, j'ai pas fait une vente aux enchères, quoi. Allez, entendez-vous entre vous, puis voilà, celui qui gagne entre vous, on en reparle. D'accord. C'est une relation de confiance qu'on doit mettre, parce qu'après il y a quand même... parce qu'il faut savoir que dans le contrat, l'auteur, dans tous les contrats que j'ai vus, l'auteur a un droit de regard sur les règles telles qu'elles vont être écrites. Droit de regard, ça veut dire qu'en gros, je peux regarder, mais tout ce que je dis, ils en tiennent compte ou non. Donc si on commence à pourrir la relation d'entrée de jeu, ils vont m'imposer des changements sans m'écouter. Enfin voilà, si je suis bête, ils vont être bêtes en face, quoi, a priori. Alors que si on travaille en bonne intelligence au départ, la relation elle va être quand même plus intelligente, on va pouvoir discuter et quelque part ça va mieux avancer, quoi. J'ai une autre question, il doit nous rester 5 ou 6 minutes. Voilà, moi au niveau contractuel, j'ai une petite question, c'est est-ce que, alors ça s'adresse aux créateurs, aux éditeurs aussi, est-ce que si vous apercevez que le jeu, parce qu'il y a le problème effectivement de choix de l'éditeur, il va éditer le jeu, mais après les éditeurs sont pas tous de bons vendeurs, donc est-ce qu'il y a moyen de se rattraper si on voit que le jeu il est mal vendu en fait? Enfin je veux dire s'il est mis de côté ou il est pas mis en avant. Tu l'as signé pour une période et malheureusement faut te démerder sur le contrat à pas te le signer pour une période de 8 ans ou 10 ans. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Ouais, non, ça en tant que créateur. T'es loqué avec eux, sauf s'ils font vraiment pas leur travail, tu peux avoir des clauses dedans, mais
Non. Dans les contrats, ils s'engagent pas, par exemple, à promotion. Si, il est marqué que normalement leur boulot c'est de le mettre en avant, c'est d'en vendre. Tu peux faire imposer de mettre un tirage minimum dedans si tu veux. Tu peux. Parce que franchement, lire un contrat d'auteur, c'est comme lire des règles du jeu presque, d'un bon gros jeu bien complexe. Voilà. Donc si tu as l'habitude, un gros gamer, tu as l'habitude de lire des bonnes règles du jeu, tu lis ça comme des règles, tu t'arrêtes bien sur tous les points. Voilà, il y a peut-être quelques endroits où il faut demander un conseil à un juriste, mais voilà, les principaux, c'est effectivement les royalties, les avances. Des fois, ils t'en donnent en avance. Là, ça prouve qu'ils s'engagent souvent. Regardez la durée sur laquelle ils vont te le loquer, enfin, ils vont te le bloquer avec eux. Les territoires. Ça, c'est très important. Oui, j'avais parlé de ça pour savoir si le jeu va être distribué dans toute l'Europe. T'as un jeu qui est killer et un éditeur veut te le prendre pour le monde entier alors que lui, il est efficace que sur la France. Moi, je lui dis gentiment, t'es gentil, mais je veux bien te le donner. La France, la Belgique, la francophonie, si tu veux, parce que t'es bon là-dessus, mais je vais pas te donner le monde entier si tu vas rien faire à Taïwan, quoi. Par contre, si j'ai un contact à Taïwan, je suis le premier à te le retourner et essayer de faire du bis-bis avec eux. Et pareil dans l'autre sens, si toi l'éditeur, tu as un contact au Canada ou quoi et que tu vas faire quelque chose avec, parle-moi-en, et moi si j'ai rien fait, pas de souci, je te donne les droits sur le Canada. Moi je négocierai mes droits. Après c'est pas toujours possible, tu vas chez Hasbro, ils veulent ton jeu, t'as une chance sur 1 milliard, mais pourquoi pas. Et ils veulent ton jeu, là eux tu leur diras pas je veux pas le monde, quoi. Là, ils t'enverront chier direct. Voilà. Après c'est compliqué aussi parce que le jeu c'est pas que l'auteur, enfin il y a le graphiste qui vient derrière, il y a tout le boulot, etc. Donc je pense que c'est aussi difficile de dire j'ai un jeu mais les droits, je te vends pas les droits pour les États-Unis, par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, mais tu dis je te vends pas les droits pour les États-Unis ou voilà, les États-Unis par exemple. Qu'est-ce que tu vas en faire aux États-Unis? Tu vas pas pouvoir ressortir le jeu sur lequel on aura bossé aux États-Unis. Pourquoi bloquer ton idée? Enfin, je pense que, enfin voilà, là, ce que disait tout à l'heure Loïc, la relation de confiance. Après, faut voir que l'éditeur, lui, il a qu'une envie, c'est que le jeu se vende. Parce que c'est lui qui investit des sous et que si le jeu se vend pas, c'est lui qui aura perdu du pognon au final. Donc, je pense qu'on peut accorder aux gens le fait qu'ils n'aient pas envie de perdre du pognon pour rien. Et en partant de là, l'éditeur il fera le mieux qu'il pourra normalement. Enfin voilà, après il peut faire des erreurs, ça peut pas aller. Si toi t'as des idées, t'as des pistes, t'as des tuyaux, tu peux partager avec lui ou pas. Mais je vois pas en fait. Enfin, moi personnellement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais quelqu'un qui vient, qui va pinailler pendant des heures sur le truc, j'ai pas envie en fait, parce que je suis pas là pour aller arnaquer quelqu'un. Il y a à bosser dessus, et si je vois que ça va être difficile. Je vais pas avoir envie de bosser dessus, quoi, en fait. Sinon, j'aurais gardé mon métier d'avant. Je rebondis sur la première remarque. Si c'était pour pas prendre de plaisir, j'avais plus rentable comme solution, juste pour gagner de l'argent, en fait. Parce qu'on arrive à la fin, il reste 2 minutes. Sur cette partie-là, on aurait pu encore débattre longtemps, les prises de risque des éditeurs. Bon, on n'a pas eu assez de temps. On peut conclure là sur ce que vous avez dit sur la collaboration se passe bien entre un auteur et un éditeur. C'est rare que il y a un intérêt partagé et l'éditeur a une prise de risque financière, l'auteur a amené de quoi techniquement tout le monde va dans la même direction. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tout le monde a le même objectif. Il faut enlever des idées un petit peu reçues comme ça, comme quoi c'est l'éditeur s'accapare un jeu et puis néglige un peu l'auteur, ça semblait. Il y a une dernière question, alors elle est peut-être un peu, comment on dit, on n'a peut-être pas assez de temps pour en débattre parce que ça crée un petit peu de réaction partout. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Est-ce que vous avez une idée, un avis sur ça? C'est en fait ça s'est fait avec les musiques là, au départ. C'est de mettre, alors je vais être très mauvais dans mon explication, mais c'est de proposer un jeu en ligne avec une mutualisation du financement par des joueurs lambda. Ça se développe dans plein de projets divers et variés.
Je vais donner juste mon avis purement personnel et complètement personnel. Qu'on veut, ouais. C'est que pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est qu'un avis que de moi, mais si personne veut prendre de risques, c'est beaucoup plus facile de faire de la merde parce qu'on prend pas de risque à en faire. Voilà. C'est juste l'avis que j'ai là-dessus. Très bien. Loïc. Alors moi je trouve ça, moi je suis très très sceptique par rapport à ce truc-là. Parce qu'en fait, moi en tant qu'auteur, je ne peux pas proposer un produit par ce biais-là, puisque je suis pas capable de faire un produit fini, même si j'apprenais à dessiner, même si je recrutais un illustrateur, je sais pas faire, je sais pas démarcher la production, etc. Enfin, c'est tout un boulot que je pourrais pas consacrer à la création. D'ailleurs, le témoignage de Cédric qui dit il est devenu éditeur, il est de moins en moins auteur, il a moins de temps. Et j'ai pas envie de renoncer, pour l'instant en tout cas, j'ai pas envie de renoncer à mon côté auteur, c'est ce qui me plaît. Et par contre, si je signe avec un éditeur, je sais pas moi, si on signe ensemble, est-ce qu'il veut le faire le jeu? Donc je suis assez sceptique. Enfin, j'ai essayé une fois, en plus bon, ça s'est pas super bien passé, mais je suis pas super bien tombé non plus. Ouais. On va pas rentrer dans les détails, mais même en dehors de ça, c'est sur le principe. Je vois pas trop l'intérêt. Sauf si effectivement je suis perdu dans un coin paumé où il n'y a personne et où je suis capable de faire de superbes dessins, de démarcher des éditeurs à distance, etc. Et ensuite j'ai du mal à comprendre en tant que joueur. Je suis allé des fois sur des trucs comme ça et on voit la règle du jeu présentée, on voit une jolie vidéo qui montre le truc, mais je peux pas y jouer. Et je sais pas, enfin, acheter un jeu juste en voyant sa pub, même pas. Acheter un jeu pour l'avoir dans 9 mois juste en voyant sa pub, je trouve ça assez... Autant dans la musique, oui, t'écoutes le morceau, il est chouette, tu veux le CD, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a un bouche à oreille aussi. C'est 11 € le ciné. Ouais, mais il y a le bouche à oreille pour le ciné. Là, il y a plein de gens qui vont voir. En fait, pour le jeu, moi je vois... En fait, il y a du bouche à oreille qui se fait sur des jeux que personne n'a joué, juste parce que la page de pub est belle, quoi. Et ça me... Et en plus, j'ai l'impression que ça tend pas vers l'originalité, quoi. Ça tend vers des thèmes qui sont porteurs pour les purs gamers, mais qui sont pas forcément porteurs pour le grand public, parce que c'est pas les mêmes goûts. Donc en gros, si tu as un jeu avec 50 3D et des zombies, a priori c'est bon, quoi. Tu auras ton financement. Enfin, je caricature un peu. D'accord. Bon, il y a encore du boulot. C'est justement ça l'intérêt. Oui, je suis là. Il est petit, il a 7 ans, il cherche sa mère. Normalement, elle est en poussette blanche avec 2 autres enfants. Alors la mère est dans la poussette blanche et les 2 autres enfants poussent la poussette. Veuillez nous voir, sinon on retourne dans... C'est la maman qui est perdue en fait. Ouais, donc ce qu'il disait en fait, à la fin, tu as donné la réponse à ta question, en fait, plus ou moins, c'est que tu trouveras, ou alors c'est assez ridicule, pas ou peu de crowdfunding fait pour faire un jeu de cartes à la Loup-Garou de Tierce-Lieu, parce qu'il n'y a quasiment aucun risque financier, autant se le faire, quoi. Par contre, dès qu'il s'agit de faire un gros jeu avec plein de matos et plein de figurines, là, mon grand, quand tu seras éditeur, tu reviendras et tu te poseras 1000 fois la question avant de l'en sortir, parce que tu peux auto-assassiner ta société en te disant, il a beau être nickel, il marche, tous les gens, ils sont à fond dedans, t'en es sûr, t'as l'expérience, t'as 15 ans de vie là-dessus, tu sais que ça va être une tuerie. Mais vu aujourd'hui le nombre de jeux qui sortent non-stop, si tu dois sortir 300 000 € sur la table pour faire un jeu avec plein de figurines et tout, et qu'il n'y a pas déjà des mecs en amont qui supportent le truc et qui se disent oui, ça a l'air de déchirer, oui, c'est le plus futur Aliens contre Predator ou ce que tu veux, ou le futur jeu de killing de zombies, dont celui dont tu veux parler, voilà. Mais Zombicide, ils ne l'auraient jamais pu le faire s'ils n'avaient pas eu le crowdfunding, parce que vu le nombre de figurines qu'ils ont dedans, ils faisaient péter le budget. Et si ça marchait pas, qu'ils n'avaient pas cette pub en amont et qu'ils en vendaient pas au moins 8 000 ou 10 000, c'était fini. Il se plantait le couteau. Donc ces trucs de crowdfunding, un mec qui a une super idée d'un système, tous les jeux abstraits où tu vois des cubes entiers en résine ou quoi souple et tout, il faut un moule de taré pour faire ça. Le mec qui a eu cette idée-là, il peut pas la sortir si derrière il a pas un crowdfunding. Non, ça inquiète pas les éditeurs en gros.
C'est une arme pour les éditeurs parce qu'il n'y a que les éditeurs qui y vont. Par contre, c'est super complexe. On s'y est penché avec mon associé. Il a vu la complexité du truc et tout. Ça l'a. Par exemple, sur le truc américain, tu ne peux pas y aller si t'es pas basé aux États-Unis, si t'as pas une adresse là-bas, si t'as pas un entrepôt, si t'as pas tout ça. Et tu veux dire c'est un autre moyen de prospection, si je peux utiliser ce mot. Non, c'est non, c'est assumer, c'est prendre en amont les connaissances de tes prises de risque financiers. C'est du marketing en amont. Non, mais pour un éditeur, est-ce que c'est ça? C'est du marketing en amont et c'est des précommandes quoi. Si jamais le seuil il est pas atteint, le jeu tu le fais pas. Et c'est qu'il y a une énorme grande chance que si tu l'avais fait dans la vraie vie, tu l'avais sorti, tu te plantais. Parce qu'il n'y avait pas le public sur la planète pour le faire. Le problème pour toucher le public sur la planète, c'est qu'il faut passer par la version américaine. Les Zombicide, ils sont à coquiner avec Cool Mini or Not, qui est une boîte américaine, ils ont pu le faire là-bas. Si tu le fais qu'avec Ulule, l'équivalent de Kickstarter sur la France, tu vas toucher la francophonie et basta. Et pour un petit jeu à 2 francs 6 sous, ça le fait. Pour un gros jeu comme Earth Reborn ou un truc où tu as plein de matos dedans, tu passeras pas. Parce qu'à moins de 10 000, 15 000 unités, c'est même pas, tu oublies. Il utilise plein de gros mots, hein, ce monsieur. Hein, plein de mots anglais et tout ça. Pardon. Non, en gros, pour résumer, ça revient à la toute première question du monsieur qui disait mais comment vous faites? Il y a 1000 jeux qui sortent par an, comment vous faites pas? C'est aussi ça. On est dans une grosse problématique actuelle pour moi, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne il y a des années, et j'avais plus ou moins vu ou prédit que ça allait arriver. C'est mondial. Ça tient du fait qu'on a tous accès à Internet, on a accès à tout, qu'on peut produire comme rien. Nous, on fait des jeux équivalents au matériel qu'il y a dans un jeu FFG où ils sont 250 aux États-Unis. On est 2, on travaille du sud de la France, on n'a pas été nulle part, on fait tout par Internet. Mon bureau, c'est ma chambre presque. Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. Donc résultat, il sort des milliers de jeux. Il y a plein de super bonnes idées. Par rapport à avant, sur ces milliers de jeux, il y en a peut-être 500 qui sont déjà bien, 200 qui sont très bien et 100 qui sont excellents. Là où avant, on pouvait tout acheter en une année, tout ce qui sortait. Donc maintenant que vous avez tout ça qui sort, tous les gens, ils jouent de la zapette. Hein, les gens qui font plus de 5 parties sur un même jeu, il y en a combien? Levez les bras ici. Il y en a combien? Sinon, vous zappez, vous avez alors quelques classiques. Le reste, c'est celui-là, il est bien, on en fait 2-3. Putain, mais il y a celui-là qui est arrivé. La nouveauté. Résultat, les éditeurs, ils sont pris dans ce cycle aussi. Vous l'êtes. Tout le monde est dans cette tourmente et tout le monde doit produire et surproduire. Parmi les 1000 jeux qui sortent, si vous en sortez un qui est très risqué en plus, avec des kilotonnes de figurines, de cartons et tout ça, et que vous rentrez dans cette masse et vous passez inaperçu, une boîte en moins. Si par contre vous faites du petit jeu de cartes comme ils se mettent tous à faire, hein. Regardez les petits jeux de cartes, tout le monde s'y met, tout le monde a des petits jeux de cartes. Bah ouais. C'est la solution de facilité. Vous voulez de la nouveauté sans qu'on prenne de risque. Le marché il n'est pas extensible à l'infini. Il est extensible en créativité, il est extensible en production et en facilité de production, et c'est ce qui se passe en ce moment, mais il n'est pas extensible à l'infini au niveau du public. On va clore sur ça. Sur tu as eu le mot de la fin sur l'aspect commercial. Bon, je disais tout à l'heure, on aurait pu débattre encore plus. Il y a un autre temps à 17h qui fait un peu qui est un peu la suite, ça fait pas un peu, c'est un peu la suite de cette conférence, mais on va plutôt s'attarder sur que devient le jeu de société une fois qu'il a été acheté, et plus précisément dans les ludothèques, mais on essaiera de voir aussi où on trouve le jeu ailleurs qu'en ludothèque. Donc 17h, pour résumer, c'est de l'achat du jeu jusqu'à son utilisation dans des espaces de jeu, pour être très généraliste. Donc ceux qui sont intéressés de connaître la suite, à ce soir, 17h, je ne serai pas là, ce sera une autre personne au micro, et il y aura d'autres intervenants. Merci en tout cas d'être venus nombreux, et merci à nos intervenants que vous allez tous retrouver sur l'espace auteur s'ils ne sont pas en train de traîner ailleurs dans le festival.